Salam alaikum, Mazur Villaoun. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission Le Vif du Sujet, M. Ali Benouari. Ali Benouari, né en 1951, est un homme politique algérien, ministre du Trésor sous les deux gouvernements de Rosalie. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2014 avant de s'en retirer. Titulaire d'un DES en sciences économiques et diplômé de l'Institut d'études politiques, il a exercé de nombreuses fonctions supérieures et autres expertises en Algérie et à l'étranger. M. Ali Benouari vit et travaille entre la Suisse et l'Algérie. On dit qu'il s'absente rarement de l'Algérie plus de 15 jours. Si Benouari, marhaba bik. Merci de l'invitation. Merci, c'est nous. Sharafna. Et c'est le mec. Alors que pourriez-vous nous dire de plus sur vous-même? Un Algérien jaloux de son pays, comme beaucoup d'Algériens, qui transportent son pays partout où il va et qui se demande pourquoi nous n'arrivons pas à décoller, pourquoi rien ne marche. Et c'est ce questionnement, cette obsession permanente. Tous les Algériens le savent. Win Roho, pourquoi c'est mieux ici que là-bas? Pourquoi ça marche ici, ça ne marche pas? Et puis on se demande si est-ce que nous sommes frappés d'une tare congénitale? Quel est notre mal? Pourquoi est-ce que nous sommes derniers partout? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'en savoir. Nous allons essayer avec vous, nous avons convenu tout à l'heure que nous allons essayer d'expliquer certains phénomènes. Vous êtes un expert en matière de finance, d'économie, vous êtes un politologue, vous êtes un homme politique, vous avez brigué les plus hautes fonctions de l'État avant de vous en retirer. Donc vous allez essayer de nous expliquer certains problèmes pour voir où nous en sommes, ce qu'il faut faire. Ainsi, M. Benouari, si je vous demandais de nous faire une explication de texte sur la situation actuelle de l'Algérie, pourriez-vous le faire en des termes qui ne soient pas destinés à des initiés, que tout un chacun pourrait comprendre tout simplement? Où en sommes-nous? Que risquons-nous? À quel terme? Et que devons-nous entreprendre dans l'urgence pour éviter la catastrophe éventuelle inéluctable selon moi? Oui, pas seulement selon vous, si Jamel, pas seulement selon vous, mais maintenant, tous les Algériens savent que nous sommes au bord d'une catastrophe annoncée. Maintenant, le gouvernement dit exactement le contraire. Il dit tout va bien, vos affaires sont bien gérées, elles sont entre de bonnes mains. Matrafouche. Mais c'est nous prendre pour des imbéciles. Parce que les Algériens ne sont pas analphabètes à 99% comme ils étaient en 1962. Oui. Les Algériens, Karim, Fahmin, Nazjid. Et ils évoluent dans un environnement international ouvert. C'est-à-dire que on sait exactement ce qui se passe partout. On sait quels sont les moyens de la Tunisie, du Maroc, donc on se compare avec des pays comparables. Et puis on se projette, on se dit mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables, puisqu'on a fait ce rêve à l'époque de Boumedienne, à l'époque où il y avait un grand projet politique, de rattraper l'Espagne, le Portugal, il y a des pays qui sont à notre portée. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas partie du G20? Ça c'est un peu ma vision, mon ambition, c'est possible, c'est à notre portée. Le gouvernement dit que tout va bien alors que tout va mal. Maintenant, la question c'est, est-ce que Ali Benouari et ceux qui disent que tout va mal sont des menteurs? Est-ce qu'ils n'aiment pas leur pays? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui ment? Alors, c'est très simple. J'ai choisi 4 indices. 4 indices objectifs. Objectifs. Établis par la Banque mondiale, établis par des institutions hors de tout soupçon, comme le World Economic Forum, la Banque mondiale et la FED. 4 indices qui résument un échec que le gouvernement ne peut pas nier. Ou alors, que le gouvernement dise, la Banque mondiale ne comprend rien à ce qui se passe en Algérie. Les grands instituts spécialisés indépendants ne comprennent rien. La vérité, c'est nous qui la détenons. Mais moi, je leur dis, osez prouver le contraire. Prenons par le premier. Allons-y. Le premier, je n'ai pas fait exprès, c'est l'indice de corruption. Tout le monde sait qu'à l'époque de Boumedienne, puisque c'est la période de référence, moi j'ai grandi j'ai commencé à travailler à l'époque de Boumedienne. J'ai fait 6 ans sous Boumedienne et j'ai eu des responsabilités très jeunes, comme beaucoup d'Algériens. Et donc,
À l'époque, nous nous flattions de ne pas connaître la corruption. Je ne suis pas d'accord avec vous. La corruption existait. Non, mais le socialisme pour la population et pour la nomenclatura, c'était les privilèges, c'était les coopératives secrètes. Mais c'était un système qui était plutôt démocratisé, c'est-à-dire que c'était la gestion socialisée des entreprises, tout le monde avait... La révolution agraire, les trucs, le système était inefficace, mais il n'était pas injuste. Exact. Alors, la corruption. Nous sommes 112e sur 182 pays recensés en 2011. 112e. C'est-à-dire que nous sommes l'un des pays les plus corrompus de la planète. C'est-à-dire qu'il y a à peine quelques pays qui sont plus corrompus que nous sur toute la planète. Alors, que notre gouvernement nous explique que cet indice est faux, qu'il le démontre. Deuxième indice, indice de la prospérité. Mu'ashir al-Rafa'a, l'indice de la prospérité et du bien-être, qui est établi par le Legatum Institute, c'est un institut indépendant, irréprochable. Eh bien, nous sommes dernier pays au Maghreb, pour ne prendre que les pays du Maghreb. Prenons l'indice du dynamisme. Sur 61 pays... Ça, c'est le troisième critère. Troisième critère, qui est purement économique, qui résume le régime de change, la compétitivité fiscale et économique, la stabilité politique, le climat des affaires, le commerce extérieur, donc une agrégation de tous ces critères. Eh bien, sur tous ces critères, nous sommes derniers. 61 sur 61 pays classés. Quels 61 pays 61 pays, parmi les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Il y a 61 pays qui ont été choisis et sur les 61, nous sommes derniers. Que le gouvernement nous explique que ce n'est pas vrai. Nous sommes donc le pays le moins dynamique au regard de tous les critères que je viens d'évoquer, régime de change, compétitivité. Le World Economic Forum nous établit que nous sommes parmi les 5 derniers pays de la planète. Ce sont des critères purement économiques. Purement économiques. Oui. Parmi les pays de la planète les moins dynamiques, les moins compétitifs, il y a l'Algérie, parmi les 5 derniers pays les moins compétitifs de la planète. Et la stabilité politique, ça on le sait, le climat des affaires, le commerce. Dernier indice, j'aurais pu en prendre d'autres, il y en a au moins une vingtaine. Mais là déjà c'est assez spectaculaire. Comme c'est des indices composites, donc la plupart sont des indices composites, révélateurs. Doing Business. Alors cet indice Doing Business, c'est l'indice de la Banque mondiale. Plus irréprochable que la Banque mondiale, moi je ne vois pas. Du moins en matière de sérieux, de rigueur. De rigueur, voilà. Bien sûr. Oui. Sur 189 pays, nous sommes au rang 153. 153e sur 189 en 2012. Qu'est-ce que résume cet indice Doing Business? Eh bien, c'est tout simplement la conduite des affaires. Ça veut dire la possibilité d'investir, la possibilité de créer des entreprises, par exemple. Bien sûr, le sous-indice, à l'intérieur, il y a un sous-indice procédure de création d'entreprises. Nous sommes 164e sur 189. Nous sommes un des derniers pays de la planète où on a envie d'investir, où l'acte d'investir est efficace. Ça veut dire que nous collectionnons les records les plus sinistres en matière d'économie. Alors, comme le gouvernement est très à l'aise quand on parle politique, parce que c'est facile de jeter l'anathème. Mais sur le plan politique, le pouvoir peut raconter ce qu'il veut. Mais sur le plan économique, l'échec est patent. Et c'est là que nous l'attendons. Que le gouvernement donc explique pourquoi ça ne va pas et pourquoi il ne dit pas la vérité, il cache la vérité aux Algériens. Il y a quelque chose. Ce régime dispose d'une ressource absolument faramineuse, qui est celle des hydrocarbures. Et donc, il semble que ces ressources hydrocarbures vont subir 2 effets négatifs. La baisse des prix, bien sûr, et celle de la demande. Je crois que ceux qui s'induisent les uns sur les autres. Mais comment cela va-t-il se ressentir pour le pays et surtout sur la politique du régime qui va perdre là des moyens dont il se sert pour anesthésier la société, bien sûr, pour acheter la paix sociale. Le pétrole est le produit dopant du régime. C'est-à-dire que le régime se dope à coups de milliards de dollars qui viennent du pétrole. La malédiction pour l'Algérie, le pétrole n'est pas une malédiction en soi, mais la façon dont il aide le régime inefficace, corrompu à se perpétuer, en fait une véritable malédiction. Absolument. Mais pour autant, est-ce que cette ressource, ce produit de dopage, est éternel? Je suis tenté de dire, heureusement, non. Pourquoi? Parce que vous avez signalé un élément qui est la baisse des prix possible. Moi, je le disais pendant ma campagne électorale, beaucoup de gens le disaient, beaucoup d'économistes avertissaient
l'Algérie que le prix du pétrole ne resterait pas élevé éternellement et que probablement il risque de baisser à cause de l'exploitation du gaz de schiste par les Américains qui sont maintenant aujourd'hui exportateurs de gaz, qui sont aussi résulte du fait que l'Irak ne produit pas à sa pleine capacité, que la Libye aussi, bref. Et donc, dès que ces pays-là se remettent à produire, ils exercent une pression. L'Iran, probablement aussi. Et ajouter à ça la crise économique en Europe et dans la plupart des pays qui fait qu'il y a une demande moindre. Oui. Donc ça, c'est un facteur de baisse des prix. Et on le fait, et on le voit. Deuxième facteur, la baisse de la production. Là aussi, quand on avertissait, attention, la production, les puits sont surexploités, Hassi R'Mel et Hassim Saoud, qui sont des scandales géologiques. Oui. Parce qu'on cherche à nous intoxiquer. Un ancien PDG de Sonatrach nous l'avait expliqué. On nous intoxique chaque année en disant des dizaines de découvertes. Dormez les enfants, faux. Il y a lieu de s'inquiéter parce que les méga-gisements comme Hassi R'Mel et Hassim Saoud, qui sont en voie d'extinction, ne sont pas remplacés par de nouvelles découvertes. Ce qu'on découvre, c'est de petits gisements. Bref, la production baisse et c'est un fait tangible. Enfin, troisième élément, c'est et là, il traduit encore mieux, parce que c'est un élément dynamique. Oui. Ce n'est pas seulement un constat, qui est la baisse des surplus à l'exportation du fait de l'augmentation de la demande. L'Algérie consomme de plus en plus de produits pétroliers, de gaz et de produits pétroliers et de pétrole. Pourquoi ? Parce que le niveau de vie de l'Algérien s'améliore, parce que la population augmente, et surtout parce que les subventions ont atteint un degré tel que ça devient du gaspillage. C'est-à-dire que c'est une ressource rare qui n'est pas renouvelable, mais au lieu d'en faire un bon usage, notamment comme matière première, on l'utilise comme énergie. L'électricité, l'essence. À propos de l'essence, justement. L'essence, nous sommes le pays où l'essence est la moins chère au monde. Vous trouvez ça Pourquoi ? normal ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que c'est comme toutes les subventions que l'État distribue, indirectement à travers un taux de change qui est surévalué. Ça permet d'importer moins cher. Oui. Regardez l'écart. Oui. Taux de change officiel parallèle. L'écart est le plus élevé au monde. Factice. Au monde. Oui. Ce qui traduit donc, ce qui est un indice, que le taux de change est surévalué et qu'il ne correspond pas à une réalité économique. Mais enfin, il correspond à une réalité politique, qui est qu'on utilise tous les moyens pour subventionner, doper l'économie, pour acheter la paix sociale. Et donc, on maintient les prix du pétrole, l'essence, qui est pour une bonne part importée. Pour une large part importée. Donc, on maintient les prix du pétrole, l'essence à un niveau bas, l'électricité à un niveau bas. C'est-à-dire que, au fond, on surconsomme des produits nobles qui ne sont pas renouvelables et surtout, on vend des produits qui ne sont pas à leur coût véritable. Oui. Et donc, on n'incite pas à leur usage économique, à être économe. On incite les agents économiques, les ménages, l'État aussi, on les incite à gaspiller. Autrement dit, toute la politique algérienne est basée sur le gaspillage. Quand on dit subvention, il y a le côté noble, on subventionne. Oui. Mais quand on subventionne tout et n'importe quoi, ça devient du gaspillage. Le résultat, hausse de la consommation de produits énergétiques. Et en 2019, nous risquons de ne pas, même si les prix ne bougent pas, même si la production ne bouge pas, ne baisse pas, nous risquons un jour de ne plus rien avoir à exporter. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit sera consommé localement. Mais le problème, justement, si ces ressources baissent, ces ressources hydrocarbures, les recettes qui sont induites par ces ressources, baissent. Alors c'est 90%. Comment on va faire ce régime qui a habitué ces gens à... C'est la famine. C'est la famine. Et qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi je vous dis famine ? Oui. Pourquoi je vous dis famine ? Et vous savez, je pèse mes mots parce que je suis quand même quelqu'un de responsable. On ne peut pas dire Ali Benouari n'est pas responsable. J'ai prouvé que j'étais un homme responsable partout où j'ai travaillé. Vous savez que j'ai occupé diverses responsabilités, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc je dis, nous risquons la famine. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que nous n'arrivions plus à dégager des surplus à l'exportation pour que 90% de nos importations ne soient pas financées. Puisque 97%, c'est-à-dire puisque 97% de nos exportations proviennent des hydrocarbures. Plus grave encore, en termes d'emploi, en termes donc de dépression, de crise économique grave, il faut voir que près de 3/4 du produit intérieur brut provient du pétrole, c'est-à-dire directement et indirectement. Oui. Oui. Donc 97 ou 98% du budget, des ressources budgétaires, près de 3/4 du produit intérieur brut, c'est-à-dire que le pays s'arrêterait si les exportations de pétrole
devait disparaître. Et sur d'autres plans, n'est-ce pas? Et donc, la baisse du prix du pétrole, ou plutôt l'épuisement ou la disparition des surplus des hydrocarbures à l'exportation, entraînerait immédiatement le pays dans une situation où, et je pèse mes mots, et il faut que les Algériens le sachent, il faut absolument que les Algériens le sachent, parce que beaucoup de gens se disent « Khalé, Bouteflika, voilà, Kimakan, Zerouel, Chadli, معليش, ça ne nous empêche pas de manger. » Beaucoup de gens disent on n'aura jamais faim, il n'y aura jamais de problème. L'homme politique doit avertir, doit être visionnaire. La politique, c'est l'art de prévoir. Absolument. C'est de dire INS, attention, c'est pas ça. C'est que vous risquez. Sujet, M. Benouali, Oui. un économiste très sérieux oui. m'avait dit récemment que le pain. Moi, quand il me l'a dit, j'ai cherché une chaise pour m'asseoir. Oui. Il m'a dit, je vais te donner un exemple très simple. Oui. Il m'a dit, tu as vu le pain? Il est fabriqué en Algérie. Ouais. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, il est importé à presque 100%. Je lui ai dit, comment ça, il est importé à 100%? Il m'a dit, la farine est importée. Bien sûr. Les fours qui le font sont importés. Bien sûr. Les équipements qui transportent les camions, les trucs, les bateaux sont importés. Bien sûr. L'énergie est produite par des moteurs importés. Eh bien, vous venez de donner une explication didactique au phénomène que je Ce n'est pas moi, c'est un économiste qui m'a ouvert les yeux. Mais traduit en termes clairs, Oui. quand je dis que 70%, les 2 tiers du produit de la richesse nationale créée viennent du pétrole, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que l'incidence, et c'est peut-être, puisqu'on a raté 2014, on peut penser que si la santé du président reste ce qu'elle est, qu'on va vers 2019. 2019, c'est 5 millions d'habitants de plus, c'est-à-dire l'équivalent de la Finlande, de la Norvège, du Danemark. N'oubliez jamais ça veut dire que c'est la famine. La famine, c'est-à-dire que les Algériens ne pourront plus mettre de l'essence dans leurs voitures. Oui. La quasi-totalité des voitures restera au garage. Les Algériens ne pourront plus acheter les pièces détachées pour leur véhicule. Ils ne pourront plus acheter leur pain, ni le lait pour leurs enfants. C'est-à-dire que le pays entre c'est une famine. Et rien que ce sentiment, vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi j'y vais, pourquoi j'ai été dans l'arène politique, c'est parce que j'ai une conscience aiguë de mes responsabilités. C'est tout à votre honneur. Un journal a dit non-assistance à peuple en danger. Absolument. C'est tout à votre honneur de dire ce que vous êtes en train de dire et vous ne serez jamais aussi alarmiste que vous le pensez parce que l'heure est réellement grave. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Nous produisons moins de 5% du PIB. On dit que notre pays ne crée pas de richesse. Il ne crée pas de richesse. Et qu'il vit à plus de 90% de la rente hydrocarbures. Mais prospecter, exploiter, acheminer et vendre des hydrocarbures, n'est-ce pas une création de richesse? C'est une gestion de la rente. D'accord. C'est une gestion de la rente, c'est-à-dire qu'on investit ce qu'il faut pour que ce pétrole, qui nous coûte peut-être 3, 5, voire 7, 8 dollars en termes de coût de production, puisse être vendu à 80 ou 100 dollars. La rente, c'est la différence entre le prix auquel on vend le pétrole et son coût d'extraction. Donc c'est ça l'économie rentière. C'est ça la rente. Et toute l'Algérie vit de cette rente. Nous n'avons pas produit jusqu'au prix du pétrole, jusqu'à 100 dollars, nous avons travaillé juste suffisamment pour l'extraire et l'acheminer, voire le transformer un peu. Et l'exploitation du gaz de schiste, si elle est menée au pas de charge comme ça se dessine, pourra-t-elle offrir une bouffée d'oxygène au régime et à quel prix? L'intention manifeste du régime est d'utiliser les gaz de schiste comme bouée de sauvetage. Parce que je pense que le régime sait, au fond de lui, tout ce que je viens de vous dire. Donc probablement, ils craignent pour leur avenir et l'avenir du pays. Je dis les deux parce que je pense qu'ils ne détestent pas leur pays tout de même. Et ils se disent, comment est-ce que dans ces conditions-là, de raréfaction, d'épuisement de la rente, nous allons pouvoir nous maintenir? Eh bien, ils ont pensé au gaz de schiste pour ne pas sortir de la rente. Oui. Ils ont pensé au gaz de schiste parce que, dit-on, l'Algérie a les plus grandes réserves au monde, parmi les plus grandes réserves au monde. Et partout, alors que dans tous les pays, on fait une évaluation du coût par rapport aux bénéfices escomptés, chez nous, on nous présente ça comme la panacée. C'est-à-dire que c'est bon, ça ne peut être que bon. En réalité, c'est bon pour le régime, parce que ça allonge sa durée de vie. Évidemment. Mais si on réfléchissait logiquement, on dirait il y a deux raisons pour lesquelles
le peuple algérien doit interdire à tout gouvernement, quel qu'il soit, et si nous étions un pays démocratique, on ferait un référendum ou à travers le Parlement, la majorité deviendrait consciente du danger des gaz de schiste. Mais et pourquoi il y a danger? Pourquoi il y a danger? Pour deux raisons. La première, c'est que ça perpétuerait le régime rentier. Donc ça ne nous encouragerait pas. On continuerait à compter sur le pétrole. À vivre sur le bas de laine qui s'épuise. Sur le bas de laine, évidemment, avec le régime tel qu'il est. Parce que des pays comme la Norvège, qui sont des pays démocratiques, même s'ils ont la rente pétrolière, ils ont décidé qu'une bonne partie doit aller aux générations futures. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. La deuxième raison, c'est que le gaz de schiste, son exploitation n'est pas fiable. Les dangers inhérents aux conditions d'exploitation font peser un risque majeur sur la seule ressource pérenne, une ressource réelle, fossile, qui est le miyah el-Jawfiyya, les nappes phréatiques, les nappes albiennes, qui ont mis des milliards d'années à se constituer. Absolument. Chaque goutte qui est tombée au Sahara est allée alimenter ce stock. C'est le capital, c'est ça le vrai bas de laine. Pourquoi? Parce que les terres, beaucoup de terres sahariennes sont fertiles, on peut les cultiver. Absolument. Demain, s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a rien du tout, s'il y a des guerres, s'il y a, je ne sais pas, cataclysme, sur quoi nous pouvons compter pour manger, pour survivre? Sur ces réserves d'eau. On sort l'eau, on arrose et on a de quoi manger, de quoi survivre. Et ces nappes sont interconnectées. Oui, c'est que si on les pollue, et nos voisins sont concernés avec nous parce que les mêmes nappes se trouvent. Donc il y a un risque de destruction de nappes qui ont mis des milliards d'années. C'est-à-dire qu'après avoir détruit les ressources en pétrole et en gaz, après les avoir dissipées, gaspillées, voilà que on pense détruire également une autre ressource naturelle qui n'est pas renouvelable. Une richesse, un patrimoine, tout ce qu'on voudra, qui est très fragile et qui pourrait être ravagé. Sur le plan économique, avant de passer tout à l'heure au plan politique de notre causerie, vous, président, que feriez-vous? C'est une réponse... c'est la question que je me suis posée quand j'ai été aux élections présidentielles. C'est la première question que je me suis posée. Et immédiatement, la réponse a fusé. Immédiatement, je dissous l'Assemblée nationale et les institutions je vous applaudis, non légitimes qui tendent à crédibiliser, qui sont utilisées pour crédibiliser le régime et le perpétuer, puisque c'est grâce à ces institutions illégitimes que le pouvoir gouverne. Il tend à faire monsieur le député, monsieur le ministre, monsieur ceci, monsieur cela, alors qu'en réalité, tout est du vent. C'est du vent. Ça n'est assis sur rien d'autre que la volonté d'un groupe de dominer, de diriger le pays. On donne l'impression qu'il consulte le peuple. La dissolution de l'Assemblée nationale ouvre la voie à la transmission du pouvoir à un gouvernement provisoire. Parce que c'est une question très importante, parce que c'est bien de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est bien de... Mais qu'est-ce qu'il y a en face? Aujourd'hui, il y a la CNLTD. J'ai beaucoup de respect pour les membres et je salue l'existence de cette coordination, au sein de laquelle, comme vous le savez, œuvre c'est Ali Benflis, qui apporte toute l'expérience et l'expérience de la dernière. Nous y arriverons sur le volet politique. Il faut qu'on fasse, parce que le régime, l'article 88, l'autosaisine par le Conseil constitutionnel, nous y viendrons tout à l'heure aussi. Je n'y crois pas. Ce régime ne partira pas. Il ne voudra jamais partir. Non, mais en termes de mesures économiques. Mais alors, donc si il est permis quand même pas de rêver, mais si j'avais été élu, j'aurais dissous l'Assemblée nationale, j'aurais nommé une commission électorale choisie parmi les représentants constitués de gens de représentants de la société civile, etc. J'aurais assigné à cette commission électorale le soin de préparer une loi électorale, une loi sur les associations. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais parce que j'ai prévu une question sur ce volet politique tout à l'heure. Moi, j'aimerais que vous me disiez, puisqu'on a parlé un peu d'économique, vous avez eu la gentillesse de nous expliciter, si vous pouviez nous dire quelles seraient les premières mesures économiques que vous auriez prises si vous étiez président. Économique. On en viendra aux mesures politiques économiques tout à l'heure. Alors,
Il me semble que la première des mesures, bien sûr, le gouvernement devra prévoir de manière indiscutable des instruments de conduite de la politique économique. Oui. Ces instruments, c'est la réhabilitation du plan. Il faut absolument réhabiliter la planification dans notre pays pour qu'on sache où on va, tracer des objectifs mesurables, quantifiables, sur lesquels on rend des comptes. Il faut également un ministère un ministère de la PME-PMI, mais pas un ministère rigolo comme celui que nous avons, mais un ministère qui recense des projets, tout ce dont le pays a besoin, en relation avec le ministère de la planification, tous les secteurs dans lesquels l'Algérie doit investir doivent être recensés et se traduire par des projets mis à la disposition des jeunes, donc des milliers, une banque de données qui comprend des milliers de projets, et de manière très démocratique, on affiche l'intention. On dit, voilà à la population algérienne, aux jeunes entrepreneurs, allez dans tel créneau, dans tel créneau, dans tel créneau, et l'État est là pour vous aider. Et on tient à votre disposition des brevets qui sont tombés dans le droit commun. On tient à votre disposition des projets, des études technico-économiques toutes faites. On leur facilite, n'est-ce pas, le travail. Et ces deux ministères clés, de la PME-PMI et de la planification, sont les deux outils essentiels, pour moi essentiels. Ça, c'est sur le plan organisationnel. Sur le plan du fond, quelle politique économique? La politique économique est, pour moi, basée sur la réindustrialisation du pays. Donc, il faut un ministère de l'industrie aussi, qui soit un ministère qui donne le ton et qui permet à l'Algérie de retrouver une industrie performante. Mais c'est en relation avec les investissements, parce qu'il faut investir pour et une réforme monétaire et fiscale. Pourquoi la réforme monétaire et fiscale? Donc, il y a tout ce qu'on peut faire sur le plan sectoriel, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire les sous-bassements macroéconomiques. Les sous-bassements macroéconomiques, c'est ça l'huile qui permet aux pièces de fonctionner, d'un moteur de fonctionner, au rouage de fonctionner sans heurts, de manière optimale, pour que le rendement énergétique soit optimum. Et c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. La fiscalité est en panne. Elle ne répond pas. Il faut savoir, par exemple, là aussi, moi, quand je parle, je sais que les gens du gouvernement lisent, entendent et probablement ne sont pas d'accord. Mais je leur dis, je les mets au défi de prouver l'efficacité de la politique fiscale d'aujourd'hui, où les salariés paient plus d'argent que les entrepreneurs. Seulement une. Est-ce que vous savez que les salariés paient plus d'impôts que tous les entrepreneurs du pays? Vous trouvez ça normal? Oui. Ben moi pas. Est-ce que vous savez que nous pourrions nous passer aujourd'hui de toute la fiscalité? Si nous décrétions aujourd'hui qu'aucun Algérien ne paierait d'impôts, aucune entreprise algérienne ne paierait d'impôts, ça ne changerait rien du tout. Absolument. Ça ne changerait rien du tout. Par contre, au moins, ça permettrait à l'économie algérienne, il n'y aurait plus de marché noir, et ça permet à l'économie algérienne de redémarrer sur des bases de confiance, avec la corruption en moins, celle qu'engendre le marché noir. Donc ce constat est un constat qu'un homme, un économiste du moins, parce qu'il faut être un peu averti sur ce point-là, un économiste honnête ne peut pas ne pas regarder ces béances de la faillite économique du pays. La fiscalité est à revoir. La monnaie est à changer. Il faut changer la monnaie. Cette monnaie qui est devenue une monnaie de singe, c'est une monnaie de singe. La preuve, regardez son prix sur le taux officiel, le marché parallèle. Cette monnaie que tout le monde fuit, dont personne ne veut, cette monnaie qu'on thésaurise, cette monnaie qu'on... Vous savez qu'avant, c'était les matelas, ou les oreillers, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est des bâches à eau. C'est des immeubles, c'est des maisons qu'on construit bétonnées. On ne le compte plus. On ne le compte plus et c'est des maisons bétonnées avec des gardes qui circulent autour. Et c'est de l'argent qui ne crée pas. Il ne va pas s'investir dans l'industrie. Il va s'investir dans l'immobilier ou dans le commerce. Donc, il ne contribue pas à développer le pays. Il ne donne pas lieu. Les entreprises qui sont déstructurées, qui sont gérées comme des trucs, choses familiales, ne sont pas éligibles à la mise à niveau d'entreprise. Oui. Parce que pour être éligible à la mise à niveau d'entreprise, il faut avoir des chiffres transparents et afficher une transparence. Donc, on reste déstructuré. Ces entreprises ne peuvent pas donner lieu à des partenariats solides avec l'étranger, parce qu'un partenaire étranger, quand il se présente, mais il faut discuter sur la base de transparence. Donnez-moi votre bilan. Et c'est une maladie honteuse. On ne peut pas donner le bilan. Donc, on n'entre pas en partenariat avec l'étranger pour assimiler les transferts de technologies. On n'est pas éligible à la mise à niveau d'entreprise.
Et le premier point que je disais, et on n'investit pas dans les secteurs où il faut investir. Vaste catastrophe. Voilà. Et donc, réforme monétaire et fiscale, pour juste terminer ce chapitre, parce qu'il faut que ce soit un tout cohérent. Absolument. C'est de l'ordre du macroéconomique. Une monnaie solide, à même de redonner confiance dans l'État, dans les institutions du pays, aussi bien pour les agents que pour les investisseurs étrangers. Ils viendront si la monnaie est convertible. Le Liban, sous les bombes, sa monnaie était convertible. La Turquie, depuis quand la Turquie flambe? Il faut aussi que nos compatriotes le sachent. La Turquie flambe sur le plan économique le jour où Turgut Özal a décrété la réforme monétaire et fiscale, comme les Allemands dans les années 40 ou les Français dans les années 50, à la veille des 30 glorieuses. Oui. Une réforme fiscale qui accompagne la réforme monétaire. La réforme monétaire, c'est enlever de zéro. Parce que comme le franc français, le Deutschmark qui a remplacé le Reichsmark, etc., l'euro qui a remplacé les monnaies à plusieurs zéros, qui sont des stigmates de l'inflation et des totalitarismes passés. Chaque fois qu'un régime prive ses citoyens de liberté, il prive la monnaie de sa convertibility. Il y a une relation. Et donc cette réforme monétaire et fiscale, elle est très importante parce que j'attends d'elle, oui, nous pouvons attendre d'elle qu'elle nous permette, avec les autres dispositifs à mettre en place, de créer 2 millions d'emplois, au minimum 1 million d'entreprises en 5 ans. Et ce million d'entreprises en 5 ans, c'est 2 millions d'emplois au moins. Et même si 10% des entreprises disparaissent, il restera toujours 200 000 entreprises, c'est-à-dire peut-être 20 ou 30% des entreprises actuelles. Nous allons conclure sur... financées par le marché noir. Il y a encore beaucoup à dire, j'en suis conscient. Je sais que vous n'en avez dit que très peu, mais vous nous avez brillamment éclairé. Nous allons devoir observer un court intermède avant de passer à la deuxième volet de cette émission qui sera vouée donc aux questions politiques. Merci. Rebonjour, salam alaikum, Azul de nouveau. Si Benoît, que pensez-vous de la façon avec laquelle M. Abdelaziz Bouteflika a été élu? Il n'a pas été élu, il a été désigné. D'accord. Ah, les mots ont de l'importance. Oui. Il y a quelque chose qui... Moi, dans ma tête, j'ai mis élu entre guillemets, très franchement. Oui, alors, voilà. J'aurais dû faire ça. Hein. Oui. Il y avait quelque chose d'intéressant que nous attendions tous avec impatience. C'est le livre blanc promis par Sir Ibn Flis, qui était annoncé comme étant le document ou l'élément qui allait documenter la fraude. Parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire vu les circonstances, puisque l'appareil d'État est contrôlé par le pouvoir, le régime, tout. Il était très difficile, le lendemain de l'élection, de produire des preuves. Eh bien, les preuves aujourd'hui existent qui montrent que le régime a utilisé tous les moyens frauduleux pour que l'élection soit détournée de son but, qui était d'élire le meilleur
des représentants, des candidats, mais d'élire, de prolonger la survie du régime à travers son président actuel. Donc ce livre blanc existe, il contient des preuves, et on ne doit pas faire comme si ce livre blanc n'existe pas. Et au passage, à ceux qui disent que c'est Ali Ben Fliss, qui me reproche aussi de l'avoir soutenu, et qui reproche à c'est Ali Ben Fliss de ne pas avoir boycotté. Parce que beaucoup de gens disent « Oui, je suis chef. » Mais enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. En 99, tout le monde s'est retiré, ça n'a pas empêché Bouteflika de passer haut la main, et puis en disant, tant pis pour eux, les absents ont toujours tort. En tout cas, moi j'ai été élu. Mais là non plus, ça n'a rien changé, sauf qui a changé. Sauf que ça a crédibilisé le régime. Non, ça le fait que des gens soient marchés dans cette combine, ça a donné de la crédibilité à ces élections qui n'ont été qu'une grosse farce. Pourquoi? Parce que ça a crédibilisé quoi? Aucun Algérien sensé, ni Ben Fliss, ni moi, ni vous, personne ne peut croire que ces élections ont été crédibles. Il n'a pas crédibilisé les élections, Ben Fliss. Il s'est donné les moyens de toucher les Algériens en direct en faisant toutes les wilayats du pays. Et nous-mêmes aussi, à ses côtés, on a fait pas mal de régions, à ses côtés ou séparément. Ça a permis de développer son discours. Il fait Yirkshab. Ça a permis donc de faire passer son message. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Et j'ai pas fini. Oui, non, de mesurer aussi, peut-être que je devrais préciser, de mesurer la réceptivité des gens aux nouvelles idées. Partout en Algérie. Et le deuxième, qui est le plus important, c'est de se donner les moyens de documenter la fraude. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à sa participation, la fraude est documentée. Mais nous avons des preuves. Monsieur Benouari, pour parler le langage de nos compatriotes, ce qui se dit dans la rue, dans les cafés, dans les maisons, dans les chaumières, comme on dit. Monsieur Benfliss savait pertinemment, comme vous-même, comme moi-même, comme tout le monde, que Monsieur Bouteflika est un grand invalide, qu'il a perdu toutes ses capacités mentales. Pas quelques-unes, pas une partie. Il n'est pas capable de réciter la table de multiplication de 2. Et il n'a pas fait sa campagne électorale. Et Monsieur Benfliss, entre autres, a marché dans cette farce. Mais c'est une farce. Oui, c'est une farce. Oui. Mais elle est, comme on dit, c'est une farce. Mais Ben Fliss n'a pas crédibilisé cette farce en participant. Il s'est donné les moyens d'adresser un message partout en Algérie et de mesurer la réceptivité des gens, parce qu'on apprend. Quand on va à des élections, on développe un discours, mais on écoute, on entend ce que disent les gens. Et on a entendu, moi personnellement, j'ai entendu énormément d'accents de sincérité. Imaginez, à Oran, on sort des meetings, Ben Fliss vient de donner son meeting. En sortant de là, un groupe de Tlemcéniens qui probablement se reconnaîtront, médecins, avocats, etc., viennent me voir juste à la sortie en me disant « Monsieur Benouari, sauvez-nous, sauvez-nous, n'abandonnez pas, s'il vous plaît, sauvez-nous ». Et ce discours-là, cette complainte, je l'ai entendu si souvent que jamais je n'ai regretté d'avoir fait quand même 3 mois de campagne ou de pré-campagne. Jamais, ni d'avoir fait celle de Ben Fliss à ses côtés. Pourquoi? Parce que je sais maintenant que des profondeurs du pays, des millions d'Algériens aspirent au changement, malgré ce qu'on leur fait dire, malgré l'impression que le pouvoir cherche à donner de la satisfaction supposée des Algériens. Nous savons maintenant, parce que nous avons été sur le terrain et partout, qu'il y a une attente énorme, mais aussi beaucoup d'espoir. Parce que les gens qu'on a rencontrés, il n'y avait pas de désespoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout de l'anesthésie générale, un coma profond, que personne ne se rend compte. Qu'est-ce que ça change? La preuve, nous avons un président, c'est unique dans les annales politiques. Oui. Un président, d'ailleurs, venons-y plutôt. Vous savez que le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, M. Meddelsi, a été désigné quelques jours après l'AVC du président. Je le sais. Parce que dans la Constitution, il est prévu. D'ailleurs, je vais vous laisser vous-même, politologue, nous expliquer le processus. Que prévoit l'article 88? L'article 88 prévoit qu'en cas d'empêchement, pour maladie grave par exemple, comme c'est le cas, le Conseil constitutionnel s'auto-saisit, constate la carence
l'a fait constater par une commission de professeurs. Le fait constater, absolument, se donne donc les moyens de vérifier si le président peut poursuivre sa mission ou pas. Et ensuite, une fois constaté, une fois la carence constatée, un premier délai de 45 jours, non, au bout duquel... Non, c'est le Conseil, à ce moment-là, le Conseil, les chambres réunies, le Parlement avec ces deux chambres, oui, qui décident d'élire, de désigner, pendant une période de 45 jours, oui, le président du Sénat comme intérimaire. Non, je crois qu'une fois constaté l'état de carence du président, ouais, on lui laisse 45 jours pour voir s'il se rétablit. Mais en attendant... Au bout duquel délai, la procédure d'empêchement est mise en branle, on désigne le président du Parlement pour assurer l'intérim, préparer les élections, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un Algérien qui ne constate pas l'état de santé du président, au point où ils nous le montrent eux-mêmes. Au point où on ne nous le montre pas en gros plan, parce que, paraît-il, il ne parvient même plus à retenir sa salivation. C'est une honte. Ce qui se passe, nous sommes devenus la risée du monde entier. Moi, je le vois, je le mesure. Oui. Quand on me parle de notre président ou du pays, les gens se moquent. Oui. En fait, ils nous plaignent, mais en même temps, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que nous puissions être aussi passifs. Que nous soyons aussi passifs. Est-ce que le cas de cette carence du Conseil constitutionnel est un cas de forfaiture? C'est un cas de forfaiture, affirmatif, mais absolument. Le Conseil constitutionnel, à sa tête, M. Mourad Medelsi, est responsable devant l'histoire, parce que c'est un cas de forfaiture. C'est-à-dire un cas où, par sa volonté, ou par sa faute, il conduit toutes les institutions du pays à un état de crise, une crise institutionnelle grave, c'est-à-dire une impasse. Oui. Une impasse. C'est-à-dire qu'un homme, parce qu'il ne fait pas son travail, parce qu'il n'assume pas ses responsabilités constitutionnelles, empêche ou prolonge l'agonie d'un pays. Et est-ce qu'il y a un recours légal pour actionner la justice contre Medelsi, contre le Conseil constitutionnel? Hélas non, puisque nous sommes devant un cas flagrant de violation de la Constitution. Absolument. Une Constitution pourtant taillée sur mesure. Mais qu'ils ont violé. Même la Constitution qu'on s'est faite pour soi-même, qu'on a taillée. On la viole allègrement. On la viole. On la viole, c'est-à-dire qu'au fond, on ne laisse pas le choix aux gens. Donc on n'a plus rien à faire que d'assister comme ça, à ne rien faire, laisser des gens signer des décrets au nom du président qui ne signaient pas. Très sincèrement, là vous touchez à un point extrêmement sensible. Oui. J'appréhendais presque d'aborder ce point, mais dans n'importe quel pays, si vous me posez la question sur la France ou la Suisse ou n'importe quel pays normal, je vous dirais que les gens descendraient immédiatement dans la rue. Devant un cas semblable, les gens descendent dans la rue. Oui. Mais imaginez que moi ou Benflis ou n'importe qui demande aux gens de descendre dans la rue et de paralyser le pays par une grève générale. Vous passeriez pour des gens qui veulent syrianiser le pays, libyaniser le pays. Qui veulent appeler l'OTAN à bombarder le pays. Voilà, appeler l'OTAN, etc. Et c'est une honte que le gouvernement, avec ses relais médiatiques, avec tous ses affidés, ait utilisé cette ficelle trop grosse, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui pleurent quand ils voient ce qui se passe en Syrie et en Irak. Oui. Ils sont tellement tristes et affligés de ce qui se passe qu'ils se disent et c'est une honte qu'un régime, pour survivre, on arrive à utiliser de tels procédés. Et pourtant, le recours à la rue, il est même, regardez, la grève d'Air France, personne ne dit les pilotes français n'ont pas le droit de faire grève parce que ça paralyse le pays ou l'économie. C'est un droit constitutionnel. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. À propos de Benflis, il a déclaré, lors de la présentation de son livre blanc, il a fait une déclaration publique fracassante qui n'a pratiquement pas été relevée à sa juste mesure, à sa juste ampleur. Il a dit « Le poste de président de la République est vacant ». Disons cela, c'est un homme public. C'est un homme qui a exercé les plus hautes fonctions au niveau de l'État comme au niveau du FLN, qui est le parti du régime. Disons cela, il dit implicitement, et même explicitement, il est en train de dire que tous les décrets qui ont été signés n'ont pas été signés par le président,
que toutes les nominations n'ont pas été faites par lui et que toutes les attributions qu'on lui attribue ne sont pas de lui. Et voilà pourquoi je parlais de forfaiture s'agissant du président du Conseil constitutionnel. Parce que qui entraîne le pays dans cette voie de l'infamie, de l'illégitimité dans le moindre de ses actes? C'est le fait que le Conseil constitutionnel ne puisse pas constater cette vacance du pouvoir, bien entendu. Oui. Je ne peux que m'indigner, comme vous. Alors, des voix s'élèvent ici et là depuis quelque temps, depuis que la crise s'accentue, depuis qu'elle s'épaissit, pour appeler l'armée à intervenir dans cet imbroglio, dans cette histoire à dormir debout, où une chatte ne retrouverait pas ses petits. Alors, est-ce que l'armée n'est-elle pas elle-même au cœur du régime? Est-ce que le noyau central du régime n'est pas composé d'une soixantaine de généraux et d'un civil, le frère du président en l'occurrence, pour lui demander d'intervenir? Qui va intervenir? Je n'en sais rien. Moi, j'observe simplement que je ne sais pas comment fonctionne l'armée. Très sincèrement, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Mais j'observe que sur le plan du principe, on appelait à l'armée pour se mêler de questions politiques ne me paraît pas normal, ne me paraît pas sain non plus. Oui. Parce qu'une fois que vous avez fait intervenir l'armée, qui va vous garantir que l'armée retournera dans ses casernes? Absolument. Nous avons hélas vécu le coup d'État de l'indépendance. Il y avait déjà le président actuel à l'origine de ce coup d'État. Oui. Vous voyez, un demi-siècle. Oui. Nous payons depuis un demi-siècle. Absolument. Le pays est totalement détruit, ravagé. Nous risquons la famine parce qu'un jour, nous avons laissé l'armée se mêler de politique. Ensuite, il y a eu tous les autres jusqu'à aujourd'hui. Donc l'armée n'a jamais ramené, mais j'ai la faiblesse de penser que tout ce qu'on peut espérer, c'est que l'armée ne fasse pas la police politique. Qu'ils arrêtent leur besogne de police politique. Très bien. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voudrais que vous nous consacriez 1 minute à nous expliquer très très simplement ce que sont les réserves du pays, puis 4 minutes restantes à nous dire, si vous étiez président, ce que vous entreprendriez pour sortir ce pays de l'ornière où il se trouve en ce moment. Nous avons à peu près 200 milliards de réserves. Vous observerez que ces 200 milliards, ça fait 3 ans qu'on est toujours à 200 milliards. Comme si ces réserves ne généraient pas d'intérêt. Première faiblesse, ces réserves sont mal utilisées. Et d'ailleurs... Peut-être placées dans un truc sans risque, qui ne génère pas d'intérêt. Dans un pays normal, à travers ses élus, le peuple contrôle l'usage qui est fait ou la façon dont on gère les réserves de change. Chez nous, c'est l'opacité totale. Pour les réserves de change comme pour le fonds de régulation de recettes, qui sert de soupape de sécurité, où on puise à tour de bras, comme faisaient les rois d'autrefois. Oui. Ils prenaient des sacs, ils jetaient des pièces d'or au peuple qui crevait de faim pour le calmer. Voilà. Donc c'est ça, le fonds de régulation de recettes, qui représente plus de 60% des recettes budgétaires chaque année, qui sont sans aucun contrôle. Déjà que les 40% qui restent sont sous contrôle d'un Parlement fantoche, mais en plus, près de 60%, c'est-à-dire l'argent qui va dans le centre, il n'y a aucun contrôle. Autrement dit, à la limite, ils en font ce qu'ils veulent. Personne ne peut savoir dans ce pays. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un cas, je ne dirais pas unique au monde, mais ça montre, et ça devrait interpeller nos concitoyens, ceux qui doutent des vertus de la démocratie. Oui. La démocratie a peut-être des défauts, mais rien ne remplace la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le contrôle populaire, surtout, notamment sur les réserves de change. Comme disent les économistes, sont à l'actif du bilan de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'ils garantissent les billets qu'on émet. Oui. On émet des billets, donc on donne des... et ces billets qu'on émet, leur contrepartie, c'est les réserves de change, or et devises, et les crédits à l'économie et les crédits à l'État. D'accord. Plus le pays est sage, a une sage gouvernance, et plus les réserves de change sont importantes.
cas de la Suisse, cas du Liban, malgré tout. Donc, les gens font attention à bien gérer les réserves de change dans leur composante or et dans leur composante devise. L'or, on va en parler, les devises, on veille à ce qu'ils soient utilisés de manière à ce qu'ils soient secure, safe, donc à ce qu'ils soient gérés de manière sécurisée, placés dans des actifs sûrs, à ce qu'ils produisent un bon rendement et qu'ils soient liquides à tout moment parce que c'est des mois d'importation. Si le pays connaît une disette, il faut qu'on retrouve cet argent tout de suite. Tel ou tel actif. Ces trois critères ont toujours été respectés en Algérie, mais aujourd'hui que nous avons atteint non pas 3 mois d'importation, on est tiré difficilement 3 mois, mais aujourd'hui on est à des années d'importation. Mais comme les importations augmentent, du coup, la capacité, le pouvoir d'achat ou la traduction économique de ces réserves est en train de baisser. Et ça ne produit pas, parce qu'ils sont investis en bons du Trésor américain depuis les événements du Golfe que vous connaissez. Le dollar est devenu une monnaie refuge. Et les bons du Trésor, depuis la crise de 2008, sont devenus un peu plus secure, un peu plus moins risqués que les actions. Mais de là à en faire un dogme, c'est très grave. Il ne faut pas en faire un dogme, il faut qu'il y ait un débat pour savoir si une partie, par exemple, de ces réserves de change ne mérite pas d'être investie dans un fonds émergent. Savez-vous, par exemple, qu'avec ces réserves de change, nous pourrions investir utilement et profitablement en achetant Volvo s'est vendu à 2,5 milliards de dollars. On aurait eu Volvo avec tout son noyau de recherche et d'ingénierie en Algérie. On formerait des gens. On peut acheter Peugeot. Il y a beaucoup de compagnies automobiles qu'on peut acheter pour moins de 10 milliards de dollars, moins de 5 milliards de dollars. La même chose pour beaucoup d'industries. On peut favoriser le transfert de technologie en investissant doublement une partie de nos réserves de change, mais qui permettent à la fois de ramener des dividendes et de servir de transfert de technologie. L'or, c'est 173,6 tonnes. Ils ont été achetés à l'époque où l'Algérie était gouvernée par des hommes sages. Je cite Cécile Moustapha, Allah yadhkur bil khair, qui a été mis à la retraite à la fleur de l'âge, qui est pour moi le plus grand financier que l'Algérie ait jamais connu, et qui me disait que, puisque la question qu'on lui posait, il a fait 11 ministres des Finances, il a fait la culture de 11 ministres des Finances, et très vite, il a dit Qaïd Ahmed. Pourquoi Qaïd Ahmed? Pourquoi est-ce que Qaïd Ahmed n'est pas un financier? Parce que Qaïd Ahmed, chaque fois qu'on avait une décision importante à prendre, notamment acheter l'or, c'était sous Srer Mostfaï qu'on a accumulé ces réserves d'or. Et on les a trouvées. Sans ces réserves d'or, on aurait été en faillite en 90-91. On les a swappées. Et c'est moi qui avais appris, à l'époque où j'étais membre expert au Comité national de la dette sous Merbah, j'ai appris aux Algériens, à mes compatriotes, puisque j'étais rentré pour aider le pays, ce que je sais faire, en cas de difficulté, on swap l'or, on vend au comptant, on l'achète à terme, etc. Eh bien, cet or, donc, il a été acheté dans les... Alors, pour revenir à Qaïd Ahmed, parce que c'est le seul qui signe une décision qu'on lui prépare, je peux y aller. Oui, signé. Et donc, il déléguait, il faisait confiance à une équipe d'Algériens compétents et qui méritait la confiance qu'on plaçait en eux. Et ces 173 tonnes, aujourd'hui, sont en péril, puisque je crois avoir perçu dans votre question cet aspect-là. Les réserves d'or algériennes, comme allemandes, suisses, françaises, qui sont entreposées à Fort Knox aux États-Unis, sont en péril, puisque les Américains n'ont plus cet or. Oui, pour ne pas que l'or monte beaucoup, parce que du fait des achats chinois, ils ont été obligés de vendre d'abord leur or et ensuite l'or des autres, qui ne leur appartient pas, pour empêcher que l'or ne monte et que le dollar fasse faillite, pour empêcher que l'or ne devienne une alternative au dollar. De catastrophe en catastrophe. C'est Benouari, merci. Merci pour cet éclairage. Merci. Vous vouliez... Oui, je voulais ajouter une chose à propos des institutions provisoires et de transition. Oui. Nous avons la chance aujourd'hui, puisque... En très peu de temps. Oui. J'ai perçu une angoisse dans votre question. Si le Conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit, descendre dans la rue, c'est peut-être pas le bon moment, parce que ça peut donner lieu à des manipulations. Et ça peut dériver vers une violence aux conséquences non maîtrisables. Et puis il y a une autre possibilité, c'est de laisser le régime couler
l'économie s'effondrer. Ce n'est pas souhaitable. Non plus. Mais il y a ce que nous, en politique, nous devons faire, prendre nos responsabilités, c'est offrir le badil, offrir une alternative. C'est-à-dire que si le pouvoir venait à tomber des mains de ceux qui l'exercent aujourd'hui, qui le prendrait? Et au lieu de former un conseil de transition comme en Syrie et ailleurs à la hâte, composite, dicté par des puissances étrangères, il vaut mieux, et c'est ce que nous faisons avec bonheur, la Commission nationale des libertés et de transition démocratique. C'est donc l'opposition qui aujourd'hui s'organise et qui se prépare à une alternative éventuelle. Mais comme institution de transition, comme conseil ou gouvernement de transition. Ce que nous espérons, parce que le régime a fait le désert politique autour de lui, pour ne pas laisser justement, éventuellement, toute contestation politique s'agglomérer autour d'une initiative. Et si nous arrivons à le faire, nous pourrons dire que l'Algérie, nous sommes, par notre sagesse, par notre intelligence, eh bien, nous avons su faire la transition de manière autonome et pacifique. Si Benouari, merci infiniment. Merci beaucoup pour ces éclairages, pour ces explications. Tout le plaisir était pour moi. Le vif du sujet d'aujourd'hui est terminé. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Salam alaikum. Azul.